J'introduis l'art mineur sur le marché de l'art. Quand le peur a fait le bruit d'une machine à dollars. On est tous des casseurs, je lance des pavés de marbre. Black, bloc, tulipe, noir. Un frappe-basse dans la berline. Quand la rue transporte les litres. Une grande map dans la playlist. Pro de la pose, on est l'élite. Musique outrancière, bouffard de papier, prêcheur à capuche. Ce soir je suis seul en scène, je rappe où j'ai pas pied. Je prêche mes convaincus, wesh mes convaincus. Proteste, 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 rythme and proteste. C'est sur l'album en septembre justement. J'avais pas prévu de sortir d'album, mais j'avais commencé déjà à griffonner des morceaux à droite à gauche, justement qui mettaient en évidence des frustrations, ou plutôt des manquements là me concernant. Et ça déclenche quelque chose chez moi, l'envie de partager ça. Il suffit pas d'avoir une information, je pense que la méthode, en tout cas, à travers le rap, c'est de partager cette information-là. Et donc, c'est comme ça qu'est né Enfant du Destin. Et d'ailleurs, ça ne va pas s'arrêter là, parce que j'ai décidé d'en faire un par album, puis même d'en faire un album. Donc, ça ne s'arrêtera pas là. Aucun scrupule dans leur politique meurtrière. Ils brandissent le plan et par derrière croisent le fer. En Occident, ils ne comprennent rien. Rambo a tué mon père et c'est nous les assassins. L'agent orange qui déforme nos visages. Ils nous mentent en abreuvant de coca nos villages. J'ai appris très tardivement l'issue de la guerre du Vietnam. Pour moi, c'était les Américains qui avaient remporté ce conflit. Du moins qu'il avait remporté militairement parlant. Et donc, quand je l'ai appris par moi-même, en faisant des recherches, très tardivement, ça veut dire à l'adolescence, quoi. Ça m'a fait quelque chose, en fait. Là, ça remet en question pas mal de pans de l'histoire que j'avais apprise à l'école et que je remettais en question, justement, à travers cette expérience que j'ai vécue. Bon, encore une fois, je pense que c'est très influencé par le cinéma hollywoodien. J'avais vu Rambo, c'est pour ça que je le cite dedans. Ça m'avait laissé la sensation que c'était les Américains qui avaient remporté ce conflit. Et donc j'ai découvert ça, puis j'ai été revoir les films Rambo. J'ai été découvrir dans le détail l'atrocité de la guerre du Vietnam, ce que ça avait généré en termes d'abomination sur le plan de la torture. C'était des experts de la torture des deux côtés, aussi bien vietnamiens qu'américains, avec l'agent orange, voilà, ce produit chimique qui déforme les visages parce que les femmes qui étaient enceintes ou les femmes qui ont donné naissance ensuite à des enfants ont donné des enfants atrophiés et complètement difformes avec des visages qui étaient complètement déformés. Et à l'inverse, je découvrais aussi la torture des Vietnamiens, en tout cas enfin, de l'armée du Vietnam, qui était le supplice du bambou. Ça te dit quelque chose? C'est un genre de bambou que tu arroses et qui pousse en 3 heures, qui peut prendre 20 à 30 cm. Et donc ils asseyaient les GI là-dessus. Bref, je te fais pas le film. Des experts de la torture, et donc ça m'avait marqué, quoi. Et je voulais en fait faire référence à toutes ces lectures dans une punchline. Au crépuscule, les champs encore ensoleillés, c'est le chant de la rivière et l'odeur des oliviers. L'harmonieux tableau de la saison. David est un juif et ses parents sont colons. Papa est dans l'armée, maman l'est aussi. Engagés après leur fac de médecine aujourd'hui. Ils sont tous deux montés en grade pour avoir démantelé la résistance. C'est une histoire fictive pour la plupart des informations qu'il y a dans ce morceau. Inspiré de faits réels, comme à chaque fois, comme tous les enfants du destin. L'idée, c'était justement de ne pas parler du conflit israélo-palestinien à travers la voix d'un Palestinien, justement, de celui qui serait l'opprimé. Et je voulais absolument en fait contraster le propos pour rappeler qu'il n'y a pas les uns contre les autres, qu'il n'y a pas une foi contre une autre ou une vision du monde contre une autre. C'était beaucoup plus complexe que ça. Et ça l'est beaucoup plus complexe que ça encore aujourd'hui. Beaucoup d'Israéliens sont contre la colonisation. Beaucoup d'Israéliens dénoncent les politiques d'extension, dénoncent l'attitude du gouvernement israélien. Et je voulais en fait parler du conflit israélo-palestinien à travers l'une de ces voix
qu'on n'entend pas, parce que le bruit du monde fait qu'on ne peut pas, nuancer certains propos. Et donc, c'est comme ça que ce morceau est né. D'ailleurs, cette partie du texte que tu reprends met bien en évidence qu'il s'agit de quelqu'un qui est en désaccord avec ses propres parents. Donc ça complexifie encore un peu plus l'histoire. Quand ça se passe à l'intérieur d'une famille, imagine le déchirement. Il y a un conflit sur le plan politique, certains disent sur le plan religieux, sur le plan médiatique, une guerre d'information qui se joue à l'échelle internationale même. Et si en plus de ça, tu vis ça dans ta propre famille, tu ne t'en sors plus. Sauf que moi, ce qui m'intéresse en tant qu'artiste, c'est de prendre les situations les plus complexes pour essayer justement d'en sortir une morale au final. En ma faveur, alors aujourd'hui, à la date anniversaire, je m'apprête à rendre l'appareil à l'adversaire qui m'a ôté la compagnie de mon aîné, de mon bien-aimé, m'a pris une large part de mon âme peinée. On me prêtera des intentions politiques, les médias du monde diront que je suis croyant fanatique, que j'ai agi programmé par un parti terroriste et qu'aussi j'enterre ici tout espoir de paix possible. Alors Daoud, c'est le pendant de David, c'est comme Moïse et Moussa, c'est comme Hercule et Héraclès, voilà, en fonction, exactement. Et donc je voulais mettre en évidence ça, que ça peut être deux parcours différents, deux enfants qui ont approximativement le même âge, qui évoluent dans deux contextes différents, l'un qui même reconnaît la souffrance là, de l'autre, donc David, mais qui finit par être rattrapé par la violence du contexte de l'autre. Et la violence, malheureusement, est bien souvent aveugle. Et donc là, c'est encore très dramatique la façon dont je présente le conflit israélo-palestinien, mais je crois qu'on est encore actuellement, regarde, ces morceaux ont 9 ans, ont 11 ans, tu as dit? Non, je crois que c'est un peu c'était pas en 2015, c'était en 2013, Daoud, c'était en 2013. Donc, et on est encore dans ces problématiques-là aujourd'hui. On ne peut pas évoquer le sujet sereinement, sans qu'il y ait des accusations de part et d'autre. Donc toute la complexité, un morceau ne suffisait pas. Il fallait même la temporalité pour rappeler qu'on est encore dans les mêmes problématiques. Bien sûr, c'est à regarder avec les yeux de quelqu'un qui distance en fait là, le conflit. Faut pas oublier qu'on est des Français, que ce conflit en fait il a une base politique et ne pas vivre le conflit en fait comme si on était impliqué autant que ceux qui le vivent. La vie à Gaza, la vie à Naplouse continue. Il y a même des moments de fête, des moments festifs à Gaza et à Naplouse. Donc j'essaie de garder à travers ces enfants du destin un procédé qui distance les choses. C'est vrai que c'est tout le texte à la première personne, Daoud. Et en plus, chose différente sur Daoud, c'est que la première action n'est pas vécue par sa propre personne. Il raconte l'histoire de son frère, il a perdu son frère, etc. Donc ça pose un contexte. C'est ce qui fait peut-être que j'ai décidé de continuer jusqu'à la fin. C'est que je voulais qu'à la fois il raconte une histoire, mais qu'il la vive aussi. Parce que les enfants du destin c'est toujours l'histoire d'un enfant en situation de conflit qui se termine dramatiquement. Et pas forcément un enfant qui raconte l'histoire de quelqu'un qui se termine dramatiquement. Donc je voulais absolument rester fidèle à la tradition des enfants du destin. Il dévala la montagne à toute allure, refusant ce futur, il empoigna sa monture. De la fumée qui jaillit de son camp, il se rassure en espérant le feu de camp. Rembobinant la scène qu'il avait eue, avisé à confirmer la vision de Visu. En arrivant, c'est l'horreur qui le saisit, la vision d'un tas de corps sans vie. Aucun tipi, aucune âme n'a survécu, aucun arbre, aucune fleur, tout est abattu. C'est une scène d'un livre qui s'appelle Pleure Geronimo. C'est les mémoires de Geronimo, d'un chef de tribu qui s'est battu jusqu'à la fin de sa vie contre la colonisation, contre le génocide qui était perpétré contre les Amérindiens. Et cette scène m'a beaucoup marqué en fait là quand je l'ai lu. C'est criant de détails, tous les détails dans le morceau Petit Cheval sont vrais en fait.
des enfants qui étaient jetés en l'air, des nourrissons, et rattrapés sur des lances en fait. Ça, c'est des scènes réelles. C'est que le détail, en fait, m'intéresse. La cruauté de l'homme n'a d'égal que son imagination. Et d'ailleurs, je cite cette phrase-là, je crois, dans ce morceau. Et je trouve frappant comment, dans le détail de la torture, de ce qu'il y a de plus hardcore, en fait, au final, eh bien, on peut arriver à avoir une analyse de l'état d'esprit de l'homme de l'époque, l'homme tout court, l'homme avec un grand H, quoi. Et cette scène m'a glacé le sang quand je l'ai lue, et je voulais en fait la partager pour qu'elle glace le sang de tout le monde et qu'on puisse regarder l'histoire avec plus de perspective encore, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, parce que voilà, je suis éloigné du conflit amérindien, tu vois, temporellement, géographiquement. Quand je découvre des choses de l'histoire, je me sens en fait trahi quelque part. Parce qu'on a une représentation populaire de ce qu'est l'Indien, de ce qu'est le cow-boy. Et quand tu découvres des scènes comme ça, tu te sens vexé en fait. Tu te dis, mais on nous a pris pour des cons, tu vois. C'est une plume, un cheval, ourourourou, un tipi contre le cow-boy. Et c'est très caricatural, la représentation des Amérindiens dans le cinéma. Et donc, en fait, on n'est pas sorti de ça. Un morceau comme Petit Cheval, c'est nécessaire pour justement démystifier des figures, rendre l'histoire comme elle est vraiment réelle. Après, tu peux me dire, oui, mais à l'inverse, il y a une caricature du blanc à l'intérieur. J'utilise les termes que les Indiens utilisaient. J'utilise les termes qui étaient utilisés dans le bouquin Pleurs Geronimo, justement. Je ne vais pas dire le caucasien ou l'européen, ils appelaient un blanc, comme on appelait un peau rouge, un peau rouge. Qui crache le feu, la poitrine se creuse et il s'écroule comme des feuilles. Contre ta bataille sous les voiles du négrier, parmi les cris et les tirs de leurs canonniers. Avant qu'une grêle de fouet siffle sur son corps, tellement fort qu'il lui sillonnent le cœur. La prose est brûlée par des lanières de cuir ou de cuivre. Aucune manière de fuir ou de vivre. Mais bien pire que la mort serait sa captivité, d'effectuer toute sa vie les mêmes activités. À bout de force, il n'a plus de plan, les yeux pleins de sang, il aperçoit la terre des blancs. C'est la fin du morceau, je crois que c'est mon passage préféré. C'est celui que j'ai préféré écrire parce que je suis arrivé à la fin du morceau. Ça reprend presque mot pour mot ce qu'écrivait Alex Haley dans le bouquin, dans le roman Racine. Et c'est encore une fois la partie qui m'a le plus marqué. C'est qu'il y a une scène de mutinerie sur le bateau. Ils se sont coalisés, les esclaves à fond de cale pour justement reprendre possession du navire. Et en fait, leur mutinerie échoue. Et le pire qui puisse leur arriver, ça n'est pas en fait d'être jeté à la mer, ça n'est pas d'être assassiné, ça n'est pas d'être fouetté, battu à mort sur le pont. C'est de voir cette terre que eux ne savent pas encore, qu'ils ne quitteront jamais, que sur des générations et des générations, ils vont être déracinés en fait. Et que je le sache moi, au regard de l'histoire, que lui ne le sache pas au moment où est-ce qu'il voit ce morceau de terre, c'est dramatique. Je trouve ça dramatique et je voulais retranscrire cette sensation dans le morceau. Parce qu'on connaît après ce qui s'est passé. On sait après les 400 ans d'esclavage qui ont suivi. Derrière, dans l'imaginaire, dans l'inconscient, la figure de Kunta Kinte a toujours été reprise par comparaison, par fierté, a été érigée en figure de la communauté noire. C'est ce qui fait que c'est resté jusqu'à aujourd'hui, parce que dans la tradition du rap, certaines figures, certaines références restent et perdurent. On se passe les références comme ça et c'est toujours en fait... c'est stylé en fait d'avoir une référence qui résonne dans l'histoire. Tu dis Kunta Kinte, ça peut parler à un petit aujourd'hui, mais en plus ça résonne dans l'histoire. En fait, il n'y a rien de mieux comme référence là, selon moi. C'est quand une référence, ça marche sur les jeunes générations et les anciennes générations. C'est bingo pour un rappeur, ça. Je fais partie de ceux qui pensent que c'est pas parce qu'une figure est devenue ultra populaire qu'il n'y a pas encore des choses à raconter sur cette figure-là. J'aime toujours regarder des reportages sur Mohamed Ali.
J'aime toujours regarder de nouveaux reportages sur Malcolm X. Et parce que j'ai l'impression de découvrir quelque chose à chaque fois de nouveau, qu'un auteur a décidé de parler de sa vie sous un angle différent. Et là, ce morceau, bien qu'il soit très inspiré du roman, au final apporte encore quelque chose de nouveau dans la scénarisation, dans la façon de découper. Ça commence par le rêve de Kunta Kinte, qui voit l'oiseau blanc, et ensuite ça s'accélère. Donc là, je pense avoir proposé quelque chose de nouveau sur le plan de la scénarisation. Quelques palmiers en friche nous protègent contre l'orage. Ce soir un vent de force 8 souffle sur les bâches. Décor de Far West à l'ouest du triangle d'or. C'est l'ancienne Birmanie, pays aux 1000 pagodes. Petite Nour est un genre d'héroïne rare qui mène sa barque d'orpheline chez les Rohingyas. Ce peuple d'apatrides dont plus personne se soucie. Pas même la Nobel de la paix Aung San Suu Kyi. Elle travaille... Je découvre les Rohingyas, ou du moins le problème des Rohingyas, sur Internet. Beaucoup à travers les sites communautaires. Des sites qui sont type la Croix-Rouge, Secours Populaire, mais version musulmane. Et donc c'est surtout ces ONG qui me renseignent sur le phénomène des Rohingyas, parce que eux sont en alerte depuis quelque temps. Et il y a des choses que qui sont sur le plan de l'émotionnel, que je regarde avec de la distance. Je me dis, bon, l'information, c'est quoi exactement? L'information, c'est qu'il y a une population opprimée au Myanmar, anciennement Birmanie, là où est-ce qu'il y a un prix Nobel de la paix, qui a un silence curieux sur le sujet, qu'en fait, il y a un espèce de terrain de pauvreté, de contexte social et économique qui favorise le repli communautaire et qui exclut une partie de la population. Une population qui est musulmane, celle qui est exclue. Et donc, j'essaie de faire le tri entre l'émotionnel, la véritable information. Et je me dis, mais en fait, il faut aller sur le terrain. Il faut aller corroborer les choses sur le terrain, là, directement. Donc, je me greffe à une ONG qui s'appelle AMEB, Halte au massacre en Birmanie, qui est sur le terrain depuis 5 ans. Et je rencontre des gens formidables qui connaissent vraiment le terrain, qui ont des contacts sur place, et donc ça donne lieu à ma première opération humanitaire, mais aussi à ma première opération dans le cadre des Enfants du Destin sur le terrain. Je ne suis pas allé au Vietnam pour écrire Swan, pas allé en Palestine pour écrire David et Nour. Là pour Nour, c'est différent. J'ai eu la chance de pouvoir aller sur le terrain et de constater, pour être au plus près de la réalité. Et j'y ai même tourné des images pour en faire un clip avec une véritable population Rohingya. Donc tout ce qu'il y a à l'intérieur est très fidèle en fait à la réalité. Bien que le village qui est filmé dans le clip est un village, mais pas un camp. C'est différent. Les villages sont privés de certains droits. La circulation n'est pas libre. Ils sont souvent sujets à des contrôles. Ils ne peuvent pas exploiter les terres comme ils le souhaitent. Alors que les camps, c'est vraiment enfermé dans un espace. Ils ne peuvent pas dialoguer avec le reste de la population. Ou alors, il faut des passe-droits. Ne peuvent pas avoir accès aux soins. Ne peuvent pas se marier librement. Donc c'est encore plus restrictif, les camps. C'est la petite différence entre la réalité que je raconte dans le morceau et l'image que l'on a retranscrit dans les clips, où là c'est un village où c'est un peu plus permissif. Ça ne veut pas dire forcément libre. Donc Nour, voilà, est né de tout ça. Ça continue à faire son chemin parce que les Rohingyas sont encore dans cette situation. Et je voulais surtout alerter sur une situation de manquement aux droits de l'homme, comme en réalité la plupart des Enfants du Destin. C'est le dénominateur commun et ça te fait une belle finalisation. Considérez bien cet appel d'un croyant qui s'est fait lanceur d'alerte. Je sais pas encore. J'ai des pistes. Je me tourne surtout vers l'Océanie actuellement. Parce que j'ai visité plusieurs fois l'Australie. Ce sera sûrement dans l'Océanie. Ouais.